On va attendre. Il y a un petit attention là. Bonjour à tous, bienvenue sur Calisthenics Science Podcast. Comme vous pouvez le voir à l'écran, nous sommes deux, donc en compagnie de Thibaut. Et comme d'habitude, Morgane, voilà, votre co-hôte préféré. Ouais, non, auteur principal avec un invité très spécial. Morgane Bernardo. Exceptionnel. Donc voilà, ici Thibaut est avec moi, on a été faire un bon petit training avant. C'est l'occasion de. On avait prévu de l'inviter depuis quelques temps, et là, comme pour vous, ça va rien changer. Au final, vous allez entendre sa voix mélodieuse aussi bien que la mienne et que celle de Morgane. On va essayer de mettre le micro un peu plus près, je pense, ce sera mieux. Donc, on va directement commencer avec une présentation de Thibaut. Il va nous dire un peu son background. Donc, pourquoi est-ce qu'on l'a invité sur le podcast aussi? C'est parce que Thibaut est un athlète de force qui a beaucoup d'expérience, à mon sens. Il est encore jeune, mais il a beaucoup d'expérience dans ce domaine-là, autant en haltérophilie, en strongman qu'en power. Et je pense qu'en tant qu'athlète de calisthenics, on aura beaucoup de choses à apprendre de lui. Et voilà, ça parler entraînement avec une autre discipline, c'est aussi un très bon échange. Donc voilà, Thibaut, à toi, je te laisse la parole. Je vais me présenter en quelques mots. Du coup, je suis introduit vraiment au sport de force il y a 2 ans, presque 3 ans. J'ai découvert un peu par hasard sous Louvain-la-Neuve l'haltérophilie. J'ai débouché du crossfit, un peu comme beaucoup de monde, mais sans vraiment que ce soit très convaincant pour moi. Voilà, je me lance tout doucement dans l'haltérophilie et je découvre ce joli sport. Vraiment chouette. Puis depuis cette année, depuis l'année dernière, je me suis lancé dans le strongman en plus de l'haltérophilie. Parce que bon, je pense que l'haltérophilie est très bien pour développer l'explosivité, la puissance et un peu de force-vitesse. Un peu moins pour la force brute, et puis la préparation physique générale n'est pas trop poussée, donc un peu commencer le strongman, ce qui m'a permis d'augmenter un peu mes capacités, à soulever des odd objects, comme on dit, sacs de sable, cailloux, genre de choses. Et puis je me suis mis depuis cette année, je me suis lancé dans le powerlifting. En plus, du coup, je dirais que je me présente comme un athlète de force pluridisciplinaire et pas vraiment comme un spécialiste. Donc voilà, puis ça fait une petite année et demie que je commence à m'intégrer un peu dans l'activité de mon club, Zénith, en tant que coach. Et ici, je gère un peu, à partir de 2020, je vais m'occuper du suivi des athlètes. Donc voilà, ça c'était un petit peu pour mon expérience. Quelques faits intéressants, j'ai participé cette année à un camp en Lettonie de l'EWF, donc la Fédération Européenne d'Haltérophilie, un entraînement pour les jeunes pour lequel j'ai coaché. Et on a appris quelques scientific séminaires. Voilà, je tiens un blog où j'essaye un peu de vulgariser la littérature scientifique et la rendre plus accessible à monsieur et madame tout le monde. Voilà, si Smart and Strong, je fais une petite pub. Ouais. Et voilà, ça c'était moi en 2 minutes. Et voilà, je suis bien heureux de rejoindre ces deux gentils messieurs. Alexandre, que j'ai déjà récupéré dans mon podcast au début. Vous avez peut-être déjà pu voir Thibaut sur la chaîne ou moi sur sa chaîne aussi. Ouais, donc voilà, on a beaucoup d'interactions ensemble. Et... la dernière fois, on a mangé des burgers. Aussi, ouais. C'est vrai que vous l'avez peut-être déjà vu sur ma chaîne YouTube 2-3 fois. Peut-être pas dans les meilleures conditions. C'est douloureux, moi je me rappelle que c'était quand même douloureux. Pour toi ça allait, mais moi, ouf. C'était bien marré. Ouais, on avait bien rigolé, c'est vrai. Et voilà, puis je pense qu'ils font un petit chouette podcast. Du coup, c'est avec plaisir que je suis là aujourd'hui. Nickel, donc directement, on va attaquer dans le vif du sujet. Voilà, pour nous, en tant que calisthenics, il y a toujours un peu une ségrégation. Parfois, on a peur de soulever des poids. On se demande un peu ce qu'ils font dans les salles et des choses comme ça, pour ceux qui sont un peu à l'extérieur. Pour ceux qui viennent, nous, en tant que pratiquants assidus, on s'entraîne quand même en salle. On fait un peu du street lifting dans la salle et on regarde les powers qui s'entraînent. Et parfois, je trouve qu'on bénéficie pas mal de leur entraînement. Et donc, on va avoir un petit peu... la vision aussi de l'autre côté de la barrière. Donc, qu'est-ce que tu penses un petit peu du calisthenics, Thibaut? Moi, j'aime beaucoup parce que c'est vrai que j'ai commencé un peu avec la méthode Lafay à bouger un petit peu, je pense qu'il y a 5-6 ans. Alors, beaucoup, c'était des mouvements au poids de corps. Du coup, c'est ce qui se rapproche un peu plus du calisthenics avec une méthode un peu différente. Moi, ce que j'aime beaucoup avec le calisthenics, c'est que en fait, on devient plus agile et puis il y a un peu cette manière athlétique avec son poids de corps, en fin de compte. Et ça, c'est vraiment
une partie qui est vraiment chouette parce qu'on se rend compte que la plupart du temps, les gens, même la population générale, faire une traction, c'est déjà parfois pas évident. Faire une belle pompe, n'en parlons même pas. Et puis un pistol squat, c'est quand même relativement difficile pour à peu près tout le monde. Donc voilà, je pense que c'est une très belle introduction au sport pour des gens qui veulent entre guillemets, se remettre doucement au sport sans être trop agressif sur les articulations, les tendons. Je pense que globalement, c'est une manière un peu douce d'avoir cette transition. Et à terme, peut-être, je parle vraiment ici en fait, plutôt du certain reps, hein, plutôt que de calisthénie pure avec le street workout avec les figures, mais genre progressivement, ça peut ouvrir pas mal de portes. Après, on peut s'orienter vers le street lifting et tout. Et je pense que, en tout cas, si vous souhaitez commencer du sport, c'est peut-être, en tout cas, un sport qui va vous permettre de développer votre masse musculaire, de devenir un peu plus endurance-force. Je pense que c'est vraiment ce qu'il vous faut dans un premier temps, avant même de pouvoir envisager de soulever des poids. Ça augmentera votre souplesse, votre force. Vous serez juste plus à l'aise de manière générale. Donc, on va tous commencer par là, je pense. Donc, Voilà, c'est clair qu'on skip beaucoup trop les bases avec son propre poids, alors on a de quoi faire. L'avantage du calisthenics, c'est qu'en termes de bras de lever, tu as toujours des possibilités infinies au niveau de la difficulté d'un exercice pour le haut du corps. Pour le bas du corps, c'est parfois un peu plus limité. Et maintenant, j'aimerais bien rebondir sur un peu ça. Donc, au-delà de la période un peu introduction au sport, dans le cadre d'une préparation plus avancée, comme la tienne par exemple, ou celle des athlètes qui soulèvent déjà pas mal, qui ont beaucoup d'entraînement en power ou autre. Comment incorporer? Est-ce que tu utilises certains exercices par exemple sans charge, ou des exercices de calisthénie, de street lifting, encore dans ta programme actuelle par exemple, ou dans celle de tes coachés? Ouais, moi, j'aime beaucoup le genre traction dips. Il faut dire que genre il n'y a pas beaucoup d'exercices qui sont équivalents en termes de, enfin sur machine ou avec barre. Genre c'est vraiment à part. J'aime beaucoup les dips, notamment en phase d'hypertrophie, parce que bon, ça nous permet genre j'aime beaucoup les utiliser dans les biceps ou les triceps, donc avec un exercice triceps, pec ou épaule. Les gens les terminer avec ça parce que ça permet de devoir pas les charger, pas faire beaucoup de reps, et d'avoir un très bon stimulus. Du coup, je les aime beaucoup dans une phase d'hypertrophie, un peu moins en force parce que quand on fait déjà beaucoup de développé couché, de développé militaire ou des squats ou tout ça, les coudes et les poignets peuvent déjà prendre cher. Une fois qu'on charge les dips, ça peut vite devenir un peu plus douloureux pour les coudes. Moi, je me rappelle, enfin, voilà, quand je chargeais un petit peu, genre, c'est vrai que les coudes devenaient parfois un petit peu douloureux. Donc voilà, c'est vraiment un truc que j'aime bien beaucoup, poids de corps en phase d'hypertrophie. C'est un très bon exercice d'assistance pour le dips. Et les tractions, ce que j'aime bien, c'est ne pas en faire toute l'année en fin de compte. C'est de cycler. Par exemple, faire un cycle où je vais faire du lat pull down, ou alors faire des tractions assistées aux élastiques, histoire d'avoir un peu de volume. Et après, ce que je vais faire, c'est utiliser du coup des tractions en chin-up ou en pull-up. Et là, peut-être les faire au poids de corps et si possible les lester. Ça va permettre du coup de varier un peu, d'avoir de la variété, du coup d'éviter cette résistance adaptative à tout le temps faire les mêmes exercices. Du coup, c'est de cycler. Genre, c'est ce que j'aime bien faire avec les dips aussi. Genre, je vais faire des dips, genre plutôt quand je vais faire phase hypertrophie, puis quand je serai en phase force, j'aime bien le close grip bench press par exemple, ou un équivalent, hein, ça peut un équivalent développé halter ou développé incliné. Et après, je reviens, j'essaie de cycler pour vraiment tout au long de l'année. Mais de les garder, c'est bien parce que ça entretient la capacité à bouger son propre poids de corps. Puis on peut les rendre très efficaces sans les charger, du coup, en jouant sur la fatigue qu'on peut accumuler avant via d'autres exercices. Et en fin de compte, ils sont très bien parce qu'on peut avoir beaucoup de contrôle là-dessus. Genre, le tempo, genre en termes de préhab, je pense, ou de réhab, genre si on s'est blessé ou on veut éviter de se blesser, genre des tractions avec 5 secondes excentriques, ça permet d'avoir un sale pump, ça permet de pas devoir faire beaucoup de reps et c'est assez stimulant, je trouve. Même chose avec les dips. Genre, on peut les rendre vraiment, mais. Et puis, ça demande rien comme matériel. C'est ça. Des pull-ups sur des escaliers, si on a voilà, un chambranle de porte ou quoi, on peut vraiment les faire. Les dips, il suffit de 2 chaises. Du coup, même en vacances, c'est hyper versatile. Ça permet de continuer à bouger. Voilà, si je vais en vacances, que j'ai pas l'opportunité d'avoir une salle, mais que j'ai quand même envie de faire un peu d'accessoires, un peu de pump, c'est vraiment traction dips, c'est la base. Peut-être bien les push-ups aussi. J'aime bien utiliser les push-ups, mais surtout genre un drop set mécanique. Du coup, par exemple, faire ici, j'utilise pour Hugo, un the coach qui a un peu de mal à développer les pecs. On travaille avec des poids. Et après, quand les poids deviennent un peu plus lourds, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un drop set mécanique. Du coup, le principe, c'est d'avoir un exercice qui soit plus facile
Voilà. Ouais. Et on travaille avec des pompes, genre c'est très efficace, ça ne demande pas beaucoup de technique. Ouais. En gros, par Juste, exemple, tu pourrais faire du bench ou développer halter, puis tu fais des pompes, ouais, et c'est puis tu ça. pourrais faire même des pompes à genoux, par exemple. Exactement, ou, Ouais. voilà, ou alors partir à la poulie avec des élastiques. Enfin, genre à Ouais. chaque fois réduire la difficulté de l'exercice pour pouvoir rajouter des reps et du volume. Et voilà, je pense que ça, c'est vraiment des méthodes qui sont assez efficaces. Donc, j'avais encore vu une étude comme quoi les drop sets, pour les gens qui avaient besoin de faire beaucoup de volume en peu de temps, étaient aussi efficaces en fin de compte que des straight sets. Du coup, c'est assez intéressant à ce niveau-là, quoi. Du coup, Ouais. Je rebondis aussi un peu là-dessus. Je dis, les athlètes de force en général, comme vous, sont plus lourds aussi, et donc la difficulté des exercices de poids de corps parfois être dure ou même parfois suffisante. Et donc, ouais, comme tu dis, il n'y a pas forcément besoin de se lester, surtout que vous avez moins d'expérience là-dedans, et parfois nous on a besoin de mettre beaucoup plus lourd. Enfin, ça dépend un peu aussi. Par contre, ce que je vois beaucoup, c'est que les athlètes qui vont faire je vois beaucoup chez les powerlifters ou des gens qui font des tractions, c'est qu'ils ont tendance, plus on est lourd, à réduire l'amplitude. Ça, c'est là Ouais. juste la partie dommage, parce que Ouais. je pense que une bonne traction est une traction qui est déverrouillée, comparée à un dead hang. Ça permet de travailler aussi tous ces abaisseurs de la scapula, du coup, on va pouvoir travailler grand dorsal un peu mieux, on va pouvoir travailler les rhomboïdes qui vont ramener de la sonnette externe à la sonnette interne. On va avoir quand même pas mal de muscles qui vont être plus impliqués, donc si on fait des tractions partielles, bah, on va beaucoup moins travailler à ce niveau-là, on pourra peut-être charger plus, mais voilà, je pense que le but d'une traction, genre dans un cadre d'un powerlifter ou de l'assistance en truc de force, c'est d'avoir une qualité de mouvement plutôt que de pouvoir charger. Donc moi, c'est un exercice que je préfère souvent, avoir un bon contrôle pour sortir la poitrine le plus, quitte à faire 5 ou 6 reps, mais des reps très propres. Puis le jour où j'ai envie de faire un peu plus de volume, bah, je peux les rendre un peu moins propres et essayer d'accumuler du volume. Et ça, c'est vrai que ça permet aussi facilement de cheater, j'ai envie de dire, de faire des cheat reps si on va avoir un peu plus de volume. Voilà, je pense que c'est vraiment hyper versatile et j'ai envie de dire, je pense que je les utilise pas assez et que j'ai pas tendance à les prescrire assez, mais il faut varier tout au long de l'année pour pas trop quand même. Ce que soulève des poids, c'est qu'on a non plus pas trop envie d'en faire en général. Donc voilà, Ça reste une arme utile à ton arsenal. vraiment. Je sais pas si Morgane, tu as une petite question en ayant checké un petit peu le blog et tout. Non, je t'ai pas en train de regarder le blog, mais ouais, c'est intéressant là, tout ce que dit le camarade Thibaut. Je suis assez d'accord avec la majorité des choses qu'il a dit. Je trouve que c'est intéressant quand on est déjà un athlète de force et surtout si on a un haltérophile qui a à la fois beaucoup de volume technique et de volume de force, d'avoir quand même des méthodes qui permettent d'accumuler rapidement du volume de façon efficiente. Donc on sait que les drop sets, les biceps, c'est pas forcément supérieur à des séries directes pour l'hypertrophie, mais comme l'a dit Thibaut, c'est efficace au niveau de la rapidité de l'entraînement. On a des résultats similaires en moins de temps lorsqu'on utilise des supersets, des drop sets, ce genre de choses. Et il y Et a un c'est gros particulièrement avantage. intéressant à utiliser pour ces athlètes qui ont déjà un haut volume de force, avec des hauts temps de repos, du travail technique spécifique, etc. Et un des autres gros avantages, c'est que bah, tu sais, à force de charger lourd sur les squats, on va quand même induire une bonne fatigue axiale du coup, au niveau bah, des muscles du tronc, du système nerveux. Alors que justement, de ne pas pouvoir les charger, de jouer avec les biceps et triceps, en fait, ce qu'on va faire, c'est on va charger moins pour si tu veux travailler sur un RPE ou un RIR, et donc pas forcément en intensité en intensité absolue par rapport à des pourcentages, mais en autorégulation. C'est super important parce que la fatigue déjà accumulée vis-à-vis de ces exercices va limiter du coup notre capacité à produire une force sur les exercices accessoires, et donc on va limiter la fatigue qu'on peut accumuler en plus. Et ça, c'est un gros avantage parce qu'en fait, on ne vient pas charger encore les articulations, ou en tout cas, on les charge différemment, c'est en général de manière plus douce, et du coup, on limite aussi cette fatigue axiale sur le tronc. Et du coup, je pense que ça peut vraiment être intéressant. Genre, si on a un gros volume ben, sur des squats, sur du bench développé couché, sur des presses, genre, on va beaucoup de fatigue, et genre de faire ces exercices qui ne sont pas avec des poids, déjà, ça va permettre de te maintenir frais, parce que tout le temps soulever des poids, à longueur d'année, c'est hyper répétitif, c'est parfois dur moralement. Et d'avoir cette variation, justement, c'est déjà hyper intéressant. Et puis, ça permet de pouvoir avoir ce petit pump, d'avoir cet exercice qui va pas trop nous fatiguer, sur lequel on pourra quand même progresser un petit peu. Et genre, voilà, je pense que ça, c'est aussi un des gros avantages et qui sont. Allez, on les use pas assez. Donc, Tu as utilisé en hors saison, par exemple, après ta compète. ouais, ou même justement, parce que ça. souvent, quand on pique, on a tendance, c'est le fitness qui descend. Ouais. Et comme ça a un peu de fatigue axiale, ces mouvements qui sont relativement au poids de corps, ben en fait, du coup, ça nous permet de continuer à maintenir un peu le niveau de fitness, parce que le but dans un pic, c'est que le niveau de fitness descende pour que le niveau de pic, du coup, le readiness soit au max. Donc, ce qu'on veut ici, c'est vraiment maintenir un maximum de fitness et de masse musculaire, parce qu'au fin de compte, la production de force
dépend de notre masse musculaire. Donc, ce qu'il faut vraiment, c'est intéressant de pouvoir les garder, parce que ça va limiter la fatigue. Voilà, donc quand j'arrive en pic, je vais limiter les poids que je vais prendre sur les accessoires. Mais là-dessus, comme ça aura peu d'impact vraiment au niveau fatigue axiale, on peut y aller un petit peu plus, avoir ce petit pump et changer un petit peu la routine d'entraînement, quoi. Nickel, nickel. Moi, j'avais une petite question. Ici, en tant que passionné du mouvement, on voit beaucoup un peu dans la tendance actuelle les gens qui veulent faire un peu les athlètes complets, hybrides et tout. Donc, ils commencent à faire calisthenics, crossfit, haltéro, des trucs comme ça. Et donc, juste pour peut-être nous, en tant que... Comment est-ce que tu incorporerais peut-être une préparation en haltérophilie pour un mec qui fait du street workout, ou tu vois, ils se disent, ah, maintenant, je m'entraîne bien pour le haut, et comment est-ce que je pourrais développer le bas, mais j'ai pas envie de faire du squat ou du bodybuilding, j'ai envie de faire d'haltéro parce que c'est cool. Alors, si tu as envie de faire l'haltéro parce que c'est cool, je te dirais, n'en fais pas. Juste pour le gars lambda qui a envie de faire de l'haltéro En fait, pour le membre inférieur. Ouais, Comment est-ce que tu introduirais je ça vais d'abord... peut-être dans un programme unique, et peut-être en périodisation, voilà. Ok, du coup, déjà, j'essaierai de creuser pourquoi il veut faire de l'haltéro, parce que, qu'on se le dise, le temps dédié à l'apprentissage de l'haltérophilie va être long et laborieux. Combien de fois des gens, je veux faire de l'haltérophilie, je dis, la première chose qu'il faut savoir avec l'haltérophilie, c'est que c'est presque chiant à apprendre, et que souvent, le temps qui va être passé là-dessus va être très frustrant, et on va pas avoir des progrès hyper tout de suite. Par exemple, pour moi, apprendre l'haltérophilie sans vouloir faire de squat, c'est incompatible. La base de l'haltérophilie, si je devais présenter la pyramide de l'haltérophilie, la base, c'est le squat. Sans squat, il ne peut rien avoir d'autre. Voilà. Du coup, moi, déjà, la première chose que je ferais avec quelqu'un, c'est de m'assurer qu'il a un bon squat, c'est qu'il ait une position qui soit à l'aise. Commencer avec des air squats, des back squats, éventuellement des front squats, si ça lui permet, et progresser. Alors, après, si je devais incorporer des mouvements, qu'est-ce que je ferais ? Je ne suis pas sûr que le clean soit le mouvement le plus intéressant pour développer la puissance. Souvent, c'est l'arraché. Je pense que du hang power snatch, en premier temps, on commencerait avec du hang muscle snatch, du coup des arrachés force depuis le dessus des genoux. Voilà, pour vraiment avoir cette action des bras, comprendre l'extension des hanches. Enfin, après, on passerait à des hang power snatch. Si la personne a envie d'aller plus loin, on pourrait commencer à intégrer des cleans, parce que sur le snatch, le mouvement des bras est plus facile à comprendre que le mouvement des bras sur l'épaulé, le clean. Donc, je commencerai par le snatch. Bien sûr, c'est un peu compliqué parce que tout dépend de la capacité de la personne de base. Si j'ai un jeune, je pense que je commencerai directement depuis le sol. Si j'ai quelqu'un qui est, je dirais, de notre âge, qui a un vieil adolescent, un jeune adulte, ou même plus tard, je commencerai ce qu'on appelle la méthode top-down. Du coup, je commencerai depuis la position, par exemple, d'overhead squat, barre derrière la nuque, la montée, avoir une bonne position derrière la nuque, ensuite des squats, après les passages sous la barre en muscle, puis en power. Voilà. Je pense que dans un premier temps, si on veut progresser en haltérophilie, il faudrait ça 3 fois semaine. Du coup, il y aurait par exemple moyen de combiner. Imaginons que tu entraînes 4 fois semaine. Ce que je ferais, c'est 3 jours semaine d'haltérophilie. On commencerait par l'haltérophilie. Du coup, on commencerait par, a priori, l'arraché, puis on ferait un peu plus d'épaulé jeté, l'arraché étant plus technique, du coup, demande plus de fraîcheur au niveau de la concentration. On passerait ensuite à l'épaulé. Le jeté est rarement vraiment intéressant, à moins de faire de l'haltérophilie. Pour certains athlètes, je pense que ça peut être intéressant, mais pour la plupart, du push-press sera suffisant. Et du push-press, ça ne demande pas grand-chose. Le principe d'un push-press, c'est du coup, on a la barre en front track. Sur les clavicules, on va faire ce qu'on appelle un dip. Du coup, on va descendre dans tout le pied, faire comme si on voulait faire j'aime pas vraiment l'expression, mais un quart de squat, mais sans être un squat. Du coup, on veut rester plus droit que sur un squat. Un squat, on va reculer les hanches, ici, on ne veut pas reculer les hanches. Et puis, on va driver la barre, poussant dans les cuisses, et terminer le mouvement avec les bras, sans replier les jambes. Ça, c'est le push-press. C'est vraiment... Et je pense que en haltérophilie, c'est le mouvement roi en termes de puissance et de force du membre, du membre sub. Je pense que c'est un mouvement qui est bien plus athlétique et qui permet de soulever, je pense, au moins aussi lourd qu'en développé couché. Pour moi, c'est un mouvement qui est vraiment intéressant. Je pense que pour un athlète, peu importe la discipline, c'est le mouvement d'haltérophilie qui est le plus intéressant. Voilà, genre en powerlifting, moi, ça m'arrive de le programmer, de l'utiliser. J'ai déjà vu d'autres qui le faisaient. Voilà, puis en général, quand on a des athlètes, je pense que, par exemple, j'aurais quelqu'un qui fait du lancer du poids, je préférerais ça plutôt qu'utiliser du jeté. Parce qu'en fait, sur un lancer du poids, il y a quand même toute cette phase de
cette phase de contact avec le sol, il n'y a pas un moment où il flotte. Et sur un push press, il y a toujours cette phase de contact avec le sol. Donc sur un jeté, il y a un moment où on perd le contact avec le sol pour se jeter sous la barre. Donc je pense qu'en fait, le push press a un meilleur carry-over au niveau des capacités athlétiques. Voilà. Le snatch, pourquoi c'est important, même l'haltéro, pourquoi c'est génial. Il y a ce mouvement de triple extension, donc extension de cheville, extension de genou, extension des hanches, qui permet de s'étendre au maximum. Ben, genre quand on fait un sprint, le but c'est d'avoir cette triple extension aussi. Quand on fait un saut en hauteur, c'est la même chose. Quand on donne un coup de poing en boxe, on retrouve aussi cette triple extension, sauf qu'on va imprimer avec une rotation du tronc et l'extension du membre supérieur. Voilà, du coup, en fait, cette triple extension est à la base de toutes les capacités athlétiques. Du coup, je pense que faire de l'haltérophilie juste pour s'amuser, ça va pas le faire parce qu'au niveau du main, continuer, parce que c'est répétitif, s'entraîner pendant des années, les mêmes entraînements, je pense que c'est pas la solution. Mais si tu veux t'entraîner pour, par exemple, progresser en sprint, genre augmenter ta détente verticale, juste devenir plus puissant ou plus fort, plus rapide, là, je pense que ça peut être vraiment intéressant. Ça a beaucoup de carry-over au niveau des capacités athlétiques. Donc, ma périodisation, je commencerai genre 3 fois semaine. Je ferai 45 minutes maximum d'haltérophilie avec des hang muscle snatch, des hang power snatch, un peu de hang power clean. Puis je ferai un peu de squat. Et puis l'accessoire, et notamment si tu fais du calisthenics, Tu c'est à pourrais ce moment-là. ton travail de calisthénie après. Exactement, c'est à ce moment-là que je le ferai. Ouais. Et puis ce que je ferai, c'est que je ferai quand même une 4e séance. Ou alors on ferait pas mal d'exercices correctifs. Parce que je pense qu'en haltérophilie, on est beaucoup dans un plan sagittal, on est peu dans un plan frontal. Du coup, je rajouterais quand même beaucoup de rowing avec, genre, on démarre de là et on démarre ici, Ça, on tire dans le plan horizontal. On en aura déjà quelques-uns grâce à la calisthénie notamment, tu vois. Ouais, c'est Donc, ça. tu pourrais le mettre dans tes séances après. Voilà, je pense que ça peut être Je intéressant. pense qu'en séance unique, l'haltéro, tu pourrais la placer avant à la manière des handstands. Ça va être un C'est ça. travail plus technique, plus explosif. Ça va pas induire beaucoup de fatigue au début vu qu'on va pas utiliser Si, beaucoup en de fait, charge. si, beaucoup au niveau de la fatigue psychologique, c'est la Non, mais concentration. peut-être au niveau musculaire, tu vois, tu faut toujours pouvoir taper Ouais, ta force après, tu vois, on va c'est dire. clair, c'est clair. Et Puis, voilà. voilà, je pense que dans un premier temps, si on veut augmenter l'haltérophilie, et genre si tu as un très bon squat, juste squat moins. Et pourquoi t'es mort? Incroyable. Oh putain. Mettez-vous d'accord? Non, c'est parce que Ah. quand je vois en général, quand je vois parce que je donne des cours d'haltérophilie genre 3 fois semaine, quand je les vois, souvent les gens se disent, en fait, ils font du crossfit et ils sont plus fatigués quand ils sortent de l'haltérophilie que quand ils font du crossfit, malgré le fait que, en termes d'intensité, je fais rarement au-delà de 80%, mais en fait, c'est le fait que quand on veut progresser techniquement, on doit faire attention à tellement de choses dans l'haltérophilie, on va devoir faire attention au contact au sol, à la façon dont on va s'écarter, enfin on va pousser la barre du sol, à la vitesse à laquelle on va relever le tronc, on va étendre les genoux, on va faire attention au point de contact, on va faire attention, là je parle juste, on est sur l'amener aux hanches, quoi. Il y a déjà tellement de points que si on veut progresser dans l'haltérophilie, en tout cas, c'est super compliqué. Genre, vous allez faire de l'haltérophilie une fois pour rigoler, vous allez vous marrer, ça va pas beaucoup fatiguer. Vous allez être là, j'ai pas beaucoup travaillé. Vous aurez raison. Genre, si vous voulez vraiment travailler là-dessus, ça va vous demander une attention de tous les instants. Après, l'avantage, c'est que pour tout, ça vous demande énormément de travail technique au début, et après, ça devient une seconde nature. Voilà, donc ça, c'est chouette. Voilà, ça peut m'arriver de pas faire d'haltérophilie pendant 8 semaines, je reprends une barre. Si je suis devenu plus fort, en fait, j'ai même pas perdu en performance. Bon, je suis peut-être pas très bon techniquement. Mais genre, au bout d'une heure, 2 heures, la technique, elle revient un petit peu. Et puis, voilà, hein, dernière compétition, je m'étais pas préparé pour. J'ai amélioré mes records personnels et je suis pas du tout entraîné. Donc, juste le fait de devenir fort, en général, peut vous aider dans l'haltérophilie si vous avez quand même quelques bonnes capacités de vitesse. Et la vitesse. Et je dirais beaucoup de jump squat, des box jump. Je pense qu'on n'en fait jamais assez. Ça peut rentrer dans la préparation calisthenics ou en force. Je pense que les gens en font pas assez. Ou alors des sauts en longueur sans élan, des triples sauts ou même des sprints de 20 à 30 mètres. Enfin, voilà, on sortait un peu de la calisthénie à ce moment-là, mais je pense que ça a autant d'intérêt d'être intégré en calisthénie qu'en préparation physique générale pour les athlètes de force, en fin de compte. Ouais, ça, c'est excellent. Comment tu équilibres tes entraînements de power, d'haltéro, de strongman dans une semaine ou est-ce que tu réalises ça par phase? Comment tu fais pour tout progresser? En fait, voilà, ce que je fais, l'année dernière, ce que j'ai fait, c'est que je me suis entraîné un petit peu en super total. Du coup, c'est haltérophilie plus powerlifting, donc les 5 mouvements, donc arraché, épaulé, jeté,
squat, bench et deadlift. Ça a été assez fatigant parce que des séances assez longues. Et alors, au bout d'un certain temps, voilà, je suis revenu plus sur une phase. Ça m'a permis de bien progresser, notamment en force générale, mettre un peu de masse musculaire. Puis je suis passé sur une prépa haltérophilie. Parce que ce qu'il faut se dire, c'est qu'on voilà, on est plus fort sur le squat, plus fort sur le deadlift. En général, si c'est bien fait, ça peut avoir un peu de carry-over en haltérophilie. Le squat plus que le deadlift quand même. Voilà. Puis après, si je veux vraiment me préparer pour une compète d'haltéro, je vais faire que de l'haltéro. Alors puis maintenant, mais je suis plutôt dans une phase un peu powerlifting. Pourquoi? Parce qu'en fait, en haltéro, genre, je dois monter une catégorie de poids. Et l'haltérophilie est pas top pour gagner en masse musculaire. Du coup, c'est pour ça que je fais beaucoup de powerlifting, genre gagner de la masse musculaire. Juste devenir plus fort aussi, parce que comme je le disais juste avant, je suis devenu plus fort sur mon squat, mon deadlift et un petit peu mon développé couché. Et en haltérophilie, c'est amélioré sans la travailler. Du coup, voilà, je pense qu'être plus fort, ça peut aider. Voilà. Actuellement, par exemple, je m'entraîne en powerlifting si je fais 6 entraînements semaine. Quand je me prépare pour une compétition de strongman, je m'entraîne pas toute l'année parce que voilà, juste devenir plus fort, ça aide en général. Mais genre, un peu avant ma compète de strongman, je vais regarder les événements que j'ai parce qu'il y a certains événements, genre en général les moving events, du coup, un frame, un yoke, un sandbag ou ce genre de choses. Je suis relativement plus athlétique que les gars qui font même 105 kilos. Du coup, ce genre de choses sur les moving events, je m'en sors très très bien malgré mon manque de force brute. Voilà. La dernière fois, je me suis retrouvé avec des gens qui deadliftaient plus de 300 kilos. Je deadliftais 240. Mais je leur tenais la dragée haute sur les moving events. Et en général, j'ai des bons finishes là-dessus. Donc ça, c'est le genre de choses, par exemple, je sais que j'ai pas trop besoin de les travailler. Là, ce que j'ai besoin de travailler souvent, c'est les trucs techniques. Par exemple, s'il y a un yoke lourd, genre s'habituer au poids. Parce que c'est assez fatigant. Sur les genoux, ça peut être un peu douloureux. Du coup, c'est une question d'habitude. Genre, les deux mouvements le mouvement sur lequel j'ai le plus de mal, c'est le truck pull. Alors, c'est un peu compliqué de s'entraîner sans avoir un camion. Du coup, si quelqu'un a envie une fois un camion à disposition, pourquoi pas. Sinon, les stones, c'est assez technique aussi. Genre, mais depuis, j'ai une stone. Genre, j'ai pas eu de compète depuis, donc je me suis pas trop entraîné. Et le mouvement que je préfère, c'est quand même le log, même si, en fait, c'est très, très technique. Mais là, j'ai pas non plus l'occasion de beaucoup m'entraîner. Après, pour augmenter le log, je pense qu'avoir de meilleurs triceps et de bonnes épaules, ça aide. Du coup, les push press, en général, aident pas mal. Power jerk. Voilà. Mais en tout cas, si je devais, juste en préparation, genre je fais mon entraînement de powerlifting classique, alors j'incorporais 3-4 fois semaine du travail de strongman, allez, je vais dire 30 à 45 minutes supplémentaires en fonction des poids, en fonction de ce dont j'ai besoin de travailler, si c'est le conditioning, voilà, si c'est un medley, du coup plusieurs mouvements qui vont s'enchaîner. Voilà. En général, je suis pas dégueu sur les mouvements overhead et sur les mouvements où il y a du mouvement, quoi. Ça, en général, c'est plutôt là où je m'en sors bien. Du coup, c'est des trucs pour lesquels j'ai pas trop besoin de bosser. Mais voilà, ça dépend toujours un petit peu de la compétition. Certaines compétitions à un niveau plus relevé que d'autres. Voilà. Ici, le jour où je reprends l'haltérophilie, ce sera à temps plein. Ici, je suis plutôt en powerlifting. J'essaye quand même d'augmenter mon deadlift et mon squat. C'est quelque chose qui soit, j'estimerais satisfaisant. Et puis, voilà. C'est un peu d'avoir des phases, en fait. C'est la manière la plus efficace pour moi de progresser dans ces sports-là. C'est ça. Et pas essayer de. C'est d'être spécifique, le plus spécifique. Et donc, pour être le plus spécifique, c'est faire que ça. Euh, voilà. Après, comme je le dis, c'est toujours la base. J'essaie quand même, je fais beaucoup d'hypertrophie tout au long de l'année. Je fais quand même plus d'hypertrophie, de force et de pic. Je pense que j'essaie de faire un picking 2 maximum sur une année parce que plus, en fait, c'est du temps où le fitness diminue. Du coup, c'est plus de temps à bosser cette base. Pas trop de temps à faire un pic. Un peu, voilà, on peut bosser au moins l'équivalent de ce qu'on a travaillé en hypertrophie, on peut le passer en force, je pense. Voilà, parce que mon but, voilà, à 21 ans, c'est pas d'être bon dans un an ou deux, c'est d'être bon à 27, 28 ans. Voilà, du coup, c'est une vision sur le long terme. Le but, c'est de me blesser le moins possible, d'apprendre aussi, parce que je pense que si on veut être un meilleur coach, il faut commencer par être un meilleur athlète. Et inversement, je pense qu'être un bon coach peut nous aider à devenir un meilleur athlète. Enfin voilà, je me suis peut-être un peu embrouillé, mais c'était. Je vois ce que tu Voilà. Est-ce que tu peux définir les principes de fitness, de fatigue lors d'un Ouais, pic pour vas-y, les vas-y. gens qui ne connaissent pas cette terminologie? Vas-y, vas-y.
Ah, bah, C'est une question, je te demande. ok, j'avais compris. Est-ce que je peux? Ah, ok, j'ai compris, Ah. j'avais compris ça. Ok, Moi, je voulais juste dire aussi, avant que tu vas-y. parles, pour tous les exercices que Thibaut décrit, n'hésitez pas à les regarder parce que il y en a peut-être beaucoup qui sont pas familiers avec, par exemple, tout ce que tu Le avais push dit, press le notamment. log, le push Yo. press, des choses comme ça. Donc, je vous invite, si vous êtes curieux, à aller regarder. Franchement, ça vaut le coup. Et donc, voilà, on va laisser Thibaut définir un petit peu les termes, peut-être plus ambigus pour certains. Alors, ben, fitness, en fait, il y a vraiment il y a pas, il y a plein de définitions possibles. Alors, il y en a deux. Moi, j'avais lu celle de l'OMS et celle de CrossFit, qui sont en fait très similaires et en fait qui veulent juste dire c'est la capacité à faire face à un peu toutes sortes d'exercices. Du coup, ça va être autant de la force, de l'endurance, de la résistance, ça va être de l'agilité, ce genre de choses. Et voilà, ça c'est le fitness, ça représente, genre en CrossFit, ils ont 10 composantes. Genre, je suis pas toujours d'accord parce que pour moi, la souplesse est pas forcément une composante de fitness. Voilà, ça c'est mon avis parce que j'estime que, en fin de compte, bon, on vante souvent des vertus pour la prévention des blessures ou quoi, ce qui est rarement le cas. Mais genre, le fitness, ça représente toutes les capacités qu'on est capable d'avoir, que chaque athlète, pour être le meilleur athlète possible, genre le plus vaillant possible, devrait avoir force, endurance, agilité, précision, voilà. Alors, fatigue, la fatigue, qu'est-ce que c'est? Je vais revenir sur Ah, la vas-y. souplesse. Il faudrait au moins avoir le minimum d'amplitude de mouvement pour ce que tu veux Mais réaliser. Et donc, c'est pour ça qu'elle fait partie de ça. Mais moi, justement, j'aimerais bien remplacer ce mot souplesse par mobilité, parce qu'en fin de compte, la mobilité, qu'est-ce que c'est? C'est la capacité à réaliser un mouvement dans toute son amplitude de mouvement. Genre, le mouvement, la souplesse, pour moi, c'est surtout une capacité à endurer un étirement de manière statique et à encaisser la douleur. Bah, en fait, c'est ça, les principaux changements physiologiques qui ont lieu lors des étirements. C'est une meilleure capacité à ressentir la douleur et donc, finalement, pas à allonger le muscle. La force produite n'est pas la tension produite n'est pas assez longue ni assez forte que pour avoir vraiment un allongement des fascias musculaires et des fibres musculaires. Enfin, c'est plutôt une capacité à ressentir la douleur. Voilà. Bon, en tout cas, c'en est toujours ce que j'en ai lu. Après, ça peut avoir de l'intérêt parce que je pense que dans calisthénie, où le but est d'avoir des figures, ou en gymnastique, il faut être souple. Ouais, Et il faut entretenir cette souplesse. Alors, certains disent pour l'entretenir, il y a pas besoin de beaucoup de travail. Pour gagner, oui. Et là, c'est là que ça devient compliqué. Ouais. Voilà, ton but c'est d'avoir un grand écart, c'est pas en faisant de la mobilité que vous allez y arriver, et là il faut s'étirer. Voilà, après je pense pas que 95% de la population veuille Non, obtenir ça. un grand Non, écart. je Donc, voulais peut-être par exemple pour un haltérophile qui a du mal à avoir une flexion d'épaule. Admettons, tu vois, moi je galère avec ça depuis des années, même malgré le fait que je fais du handstand. En souplesse passive, je l'ai. mhm. Et donc c'est peut-être ça. Là, la souplesse, on va dire que je l'ai, mais peut-être que la mobilité, je ne l'ai pas beaucoup. Mais Et donc, c'est ça. Et justement, il la faudrait. souplesse ne se transforme pas forcément en Voilà. mobilité et inversement. C'est pour ça qu'ici, on préconise, Morgane et moi, beaucoup de renforcement actif de C'est cette ça. amplitude, et c'est ce que la C'est de la majorité des mobilité, en gens fin de devraient compte, c'est du travail travailler de au final, c'est mobilité. ça. Par exemple, genre moi, ce qui m'a beaucoup aidé pour gagner du coup à cette capacité à venir overhead, du coup à ouvrir mon T-spine, du Ça, coup en c'est fait c'est l'extension thoracique, c'est par exemple de m'entraîner avec des straps, donc de faire des cleans avec des straps, des front squats avec des straps. Genre, je vais vous le dire, ça m'est arrivé de ressentir un drôle de pop au niveau de mon cou d'une fois, genre une sensation vraiment bizarre, comme si quelque chose s'était arraché. Pas de douleur, vraiment pas d'impotence, rien. Genre, après, j'ai compris qu'il fallait peut-être y aller un peu plus progressivement, on chargeait, mais genre, moi, c'est ce qui m'a aidé le plus. C'est de m'entraîner avec des straps pour gagner vraiment en mobilité et voilà, que ça étire. Certains haltérophiles diront que c'est dangereux et inconscient. Voilà, moi, je pense qu'il faut se faire un peu son expérience. Je recommanderais pas forcément ça à des débutants parce que c'est une question de pouvoir lâcher la barre et d'utiliser les bons straps surtout. Voilà. Fitness, en fait, voilà, ça regroupe tout cet éventail de capacités qu'un bon sportif devrait détenir. Voilà, hein, par exemple, je pense que n'importe quel athlète devrait être capable de pouvoir faire un 100 mètres quand même en dessous de 14-15 secondes, quoi. Genre sur un sprint, et d'être capable de courir un 3 km sans mourir au bout des 3 km ou de nager 200 mètres sans faire une crise d'asthme, quoi. Ouais, ou de toucher ses pieds en fin de compte sans fléchir les jambes. Ça, c'est vraiment, je pense qu'en termes de c'est être polyvalent, ça permettra, plus le fitness est grand, plus on travaille de base, moins on devra le travailler dans l'avenir. Du coup, ça veut dire qu'en fait, plus on va travailler l'aspect fitness tôt dans une carrière sportive, plus quand on sera tard dans cette carrière sportive, on pourra se concentrer sur être spécifique, du coup, sur la performance. Et ça, c'est genre comme ça fonctionnent les Chinois.
genre à un jeune âge, genre par exemple dans le fil chinois. Ça, c'est le développement de l'enfant. Ouais, mais alors on le suit énormément. Et genre, les premières années, ça va être du drill sans poids, genre avec un PVC. Genre, on leur demande 300 heures avant de toucher une barre avec un PVC. Mais pendant cela, qu'est-ce qu'ils font d'autre? Ils font du sprint, ils font du volleyball, ils font du basket. Et en fin de compte, on leur apprend à sauter, à être explosif et à se servir de leurs hanches dans d'autres sports, dans d'autres contextes. On leur fait faire de la gymnastique, de la natation. Voilà, on développe leur fitness, leur capacité athlétique de base. Et puis, on va dire, bah, ok, au fur et à mesure que vous avancez dans l'âge, on va vous rendre plus spécifique. D'ailleurs, ce qui est intéressant dans notre école chinoise, c'est qu'ils n'ont pas beaucoup de champions du monde junior. Pourquoi? Alors qu'ils ont les athlètes, mais ils les empêchent d'aller là. En fait, ils les gardent bien chez eux au chaud, parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'un athlète genre une étude qui a été faite en NBA, s'est rendu compte que plus un athlète était performant de manière précoce, moins il avait tendance, genre un junior, moins il avait tendance à être bon en senior. Du coup, en fait, c'est juste, bah, on a un pic qui est biologiquement programmé. On peut peut-être y travailler avec le travail, mais on a un peu tous cette capacité finie génétique sur laquelle on ne peut pas beaucoup jouer. Genre, ce qu'il faut faire, c'est augmenter ce fitness, cette capacité de base de performer en toutes circonstances et peu importe les conditions. Genre, moi, ça m'a combien de fois je vais pas en compétition sans être forcément préparé et de me dire, je veux une performance baseline, parce que ça, c'est dire que c'est une performance que je peux sortir de mon cul, même en étant sorti la veille, quoi, ou j'ai envie de dire, en n'ayant pas dormi. Et ça, c'est super important parce que c'est ce qui détermine le fitness. Genre, si aujourd'hui, si demain, l'envie de me prendre d'aller faire un max deadlift ou un max squat, je sais quelle barre je vais prendre, et du coup, quand je vais aller en compétition, je sais que ces barres-là, peu importe les conditions, je peux les faire, je peux assumer. Alors qu'il a fait une séance aujourd'hui. Ben voilà, et que quand je vais en compétition, la plupart du temps, je me suis entraîné la veille ou au moins l'avant-veille, et je fais pas forcément gaffe. Et ça, c'est pourquoi? Parce que j'augmente mon fitness, et ça, c'est important. Ça, l'avantage, c'est qu'en calisthénie, la force max n'étant pas important, ce fitness est tout le temps travaillé. Et du coup, ou alors vous faites des phases, mais il y a peu de phases de pic, en tout cas. Parce que... C'est ça, il y a moins de compétition. Après, en street lifting, maintenant, ça commence à de plus en plus arriver. Mais comme c'est des reps, comme c'est beaucoup de reps... On a moins d'échéances. Ouais. Puis dans les street lifting, tu as toujours souvent 2-3 gammes, tu as toujours un maxi. Puis tu as toujours un max rep à 32, 24, ou 24. Et puis parfois, tu as les poids du corps. Ouais. Et puis souvent, vu que même les street lifters aiment bien quand même taper encore des figures. Après, ça te fait moins en moins. Maintenant, vu que la compétition augmente, le niveau augmente, la plupart des gens sont spécifiques, évidemment. Et justement, ce qui est important là-dedans, c'est que comme tu dois travailler plusieurs qualités, tu peux pas te permettre de travailler juste à force max. Tu dois continuer à avoir un peu de volume. Et du coup, en fait, ce que tu dois faire là-dessus, c'est pas augmenter du coup ton niveau de pic, c'est augmenter ton niveau de fitness. Après, et c'est ça, plus tu as un niveau de fitness qui est haut, plus tu es capable d'avoir une baseline performance, comme je dis, qui est vraiment haute en fin de compte. Après, ce qui va se passer, c'est qu'au fur et à mesure des années, plus on va se rapprocher de ce pic, cet âge biologique où on est censé performer en force autour de 30 ans, par exemple. En haltérophilie, on dit que c'est autour de 27 ans. Ouais, c'était 23 ans, j'avais vu un article, c'était 26 ans en haltéro. Et en power, ça montait très tôt, ça va très tard, c'était 35 ans ou 40 ans, je crois. En fait, Mais après, ouais, ça peut changer. Il y a toujours des par exemple, standards, en athlétisme, on va dire que c'est entre 24 et 28 ans. En sprint, par exemple. Hein, voilà, et du coup, il peut être intéressant de regarder dans le sport quel âge vous avez et vous dire, voilà, genre, moi, je sais que avant 27-28 ans, ça me sert à rien d'être au pic de ma performance, quoi. C'est-à-dire que j'ai encore 6-7 ans pour vraiment être bien. Et le but, c'est de pas me blesser, parce qu'avoir un bon fitness, ça limite ça. Voilà, du coup, je pense que le fitness, c'est quand même ce qu'il y a de mieux. Alors, fitness, c'est pas juste de monter sur un vélo elliptique et de faire 30 minutes de cardio. Ça, c'est pas du fitness. Ça ne correspond pas du fitness parce que vous n'entraînez pas quoi? Vous n'entraînez pas votre force, pas votre résistance, pas votre mobilité. Donc, vous êtes absolument pas ce que je qualifierais de quelqu'un de fit. Enfin. C'est ça. Voilà. Je suis d'accord. Okay. Après, je parlais de fatigue un peu avant. La fatigue, qu'est-ce que c'est? C'est juste, vous le savez, genre, au fur et à mesure d'un bloc d'entraînement, peu importe le sport, ce qu'on veut faire, c'est accumuler de la fatigue pour augmenter, on va augmenter le volume, l'intensité, ça va entraîner plus de fatigue sur l'organisme. Au bout d'un certain moment, ce qu'on veut, c'est qu'on veut diminuer cette fatigue, donc on va avoir un deload, un taper, et après on va avoir une phase qu'on appelle de surcompensation. Du coup, en fait, le corps s'est adapté à tout ce stress. Le fait de réduire ce stress va provoquer cette phase de surcompensation, d'adaptation en fin de compte. Je préfère vraiment le terme adaptation que surcompensation, parce que certaines théories maintenant viennent dire qu'il n'y a peut-être pas tant que ça de surcompensation. Je lisais le dernier bouquin de Tudor Bompa qui disait c'est Integrated Periodization for Sports. Genre, il disait que c'était peut-être plus aussi clair à ce niveau-là en termes de surcompensation, mais plutôt d'adaptation.
Bah, au final, c'est juste un terme. Parce que Mais en fait, c'est parce que la surcompensation, on estime que voilà, ta performance de base est là. ouais. Avec la surcompensation, on va diminuer la fatigue et on va être plus haut. Alors, Tu veux dire que la surcompensation, tu maintiens peut-être pas les progrès à long terme, mais l'adaptation aussi en fait, non, ce que je veux dire, c'est que pour moi, l'adaptation, c'est qu'on va avoir ça. Et on va... En fait, l'adaptation, ça va plutôt être par palier. Alors que si on surcompense à chaque fois, il y a quand même cette... Si on surcompense pas bien, à force de tout le temps vouloir surcompenser, on pourrait se retrouver avec une courbe descendante si on foire un petit peu. Tandis que le principe d'adaptation, ben, on s'adapte, on devient un peu meilleur. Et puis, j'ai envie de dire que le corps, c'est plutôt comme ça qu'il s'adapte aussi. Voilà, on a tendance, plus le stress, enfin, c'est un peu tous ces principes d'hormèse, d'allostasie, on transmet un stress au corps, et le stress, ben, le corps, il doit s'adapter pour vaincre ce stress et pour qu'il soit moins stressant la fois prochaine. Donc, c'est un peu l'idée. Enfin, c'est les théories qui sont un peu plus compliquées. Genre, je suis pas entièrement d'accord. Je pense qu'il y a un peu de surcompensation, effectivement, si c'est bien fait. Mais notamment, j'ai l'impression que le peak ou le deload a finalement pas autant, en tout cas en force, a pas autant d'intérêt que ce qu'on aurait pu croire avant. Enfin, en tout cas, moi, je dis ça par rapport à ma baseline performance, en fin de compte. Un peak ou un taper, ben, ok, je me sens frais, mais je veux dire, il n'y a pas une si grosse différence que ça. Et du coup, je pense que la surcompensation n'est pas énorme, c'est juste en fait que je suis reposé et du coup, ça me permet d'exprimer entre guillemets ma force. C'est pas qu'il y a une vraie surcompensation, que je suis devenu plus fort du jour au lendemain ou sur la semaine. C'est pas miraculeux. C'est pas miraculeux. C'est ok, il y a eu de l'adaptation avec tout ça. Du coup, en fait, je suis devenu légèrement plus fort de semaine en semaine, même si la fatigue a masqué tout ça. Et le fait de deload, ça me permet de voir cette adaptation. Mais je ne pense pas que j'ai eu une surcompensation où j'ai eu un gain de 5% de performance. Voilà, et du coup, la fatigue est super importante parce qu'elle va nous permettre de construire ça. Puis quand on diminue la fatigue, ben, on peut exprimer. Voilà, ça c'est vraiment l'intérêt de la fatigue. C'est pour ça que la plupart des programmes, on construit le volume d'entraînement, en fin de compte, ou l'intensité de l'entraînement, de semaine en semaine. Et voilà, prépare le corps. Voilà, super. Franchement, là, on a parlé pas mal d'entraînement, de concepts. Et moi, j'ai plutôt, j'ai peut-être, moi j'ai quelques questions pour vous notamment. Vas-y. Ça va. Voilà, c'est vraiment la manière dont, si vous deviez intégrer des figures, par exemple, moi dans mon entraînement de force, de powerlifting, qu'est-ce que les figures pourraient m'apporter à moi et comment les intégrer? C'est plus dur à dire. Souvent, il y a certaines figures qui demandent une place tellement importante et l'apport de ces figures sera moindre. Moi, je pense, par exemple, le handstand, au niveau de la gestion de la fatigue, t'induira beaucoup moins de fatigue. Donc, je pense que tu pourrais bénéficier parfois de faire des séances de handstand pour avoir un autre équilibre. Juste pour. Après, ça demande tellement de pratique aussi, mais je pense que juste acquérir la base du handstand, par exemple, et ça va pas tellement te fatiguer sur beaucoup d'autres composants. Donc, tu pourras facilement implémenter un travail type handstand, surtout que tu as déjà la mobilité suffisante en général grâce à ta pratique d'haltéro ou autre. Après, vu que ça dépend un peu du poids dans la tête des forces, qui est beaucoup plus lourd, là, il aura beaucoup plus de mal à avoir ce genre de figure. C'est pour ça que ça va être beaucoup compliqué, ça va être super compliqué aussi pour la plupart des athlètes qui sont beaucoup trop lourds d'avoir la base de ces figures. Après, je pense qu'il y a certaines figures en termes de masse musculaire qui vont pouvoir, tu vas pouvoir bénéficier toujours d'un petit travail, même si c'est beaucoup d'isométrie. Tu penses à quoi? Par exemple, si tu arrives à faire certains mouvements comme un peu des bases de front lever et des bases de back lever, aller pouvoir travailler avec des bras de levier comme ça, avec des forces bras tendus, ça pourrait quand même créer de l'unité motrice et peut-être être utile pour certains mouvements. Après, c'est toujours un régime de contraction différent. Et puis, mais après, si tu arrives à implémenter des progressions dynamiques de ces mouvements, par exemple, si tu arrives à taper des pompes sans les pieds, des planches push-ups, pas forcément en déverrouillant à chaque fois, mais en maîtrisant ça, ça permet de faire du bench poids de corps à la limite, et ça a une intensité élevée. Tout en limitant la fatigue axiale, de ce que je parlais un peu plus tôt. Et donc, pour moi, un mec qui a une base de calisthénie, après, il faut réussir à arriver à ce niveau-là. Après, il y a des mecs qui sont tellement chauds, par exemple en deadlift, qui arrivent à taper du front lever, par exemple. Et donc, si ces mecs-là sont forts en front lever, pourraient faire du tirage en front lever, des rowing, des front lever pull-up, et peut-être faire de l'intensité. Ils n'auront pas besoin de faire du pain row ou des choses comme ça. C'est vrai. Et pourraient utiliser ces exercices-là. Donc, ça, c'est mon petit point de vue. Je sais pas si Morgane, t'as. Alors, c'est vrai qu'une fois qu'on est bon dans des exercices de poids de corps, donc des exercices à chaîne cinétique fermée, donc
que ce soit du set on rep ou des figures, on a quand même une bonne base pour faire d'autres sports de force à côté. Cependant, si tu es déjà un athlète de force, que tu es haltérophile ou powerlifter, apprendre spécifiquement les figures, donc on pense front lever, handstand, back lever, croix de fer, tout ça, ça va pas apporter grand-chose parce que c'est des éléments qui sont vraiment très très spécifiques et qui sont très différents de ce qu'on retrouve dans d'autres sports de force. Donc, il y aurait plus des bienfaits à faire des basics, donc comme dit Thibaut, les dips, les tractions, les pull-ups, des exercices de ce genre-là, donc vraiment des exercices très simples, très modulables au niveau de l'intensité, donc des exercices à chaîne fermée qui ont, on le sait, un bon transfert vers les exercices à chaîne ouverte, par exemple pompe lestée, bench. Mais si tu es un haltérophile, si tu es un powerlifter, un strongman, chercher à apprendre un front lever, chercher à apprendre un back lever, ça va pas t'apporter grand-chose. On pourrait argumenter, on pourrait dire que apprendre le back lever ou la planche serait un bon conditionnement pour la force bras tendu dans un sens. Oui, mais ça sert à quoi au powerlifter ou à l'haltérophile? Ça ne sert pas à grand-chose. Donc c'est très spécifique pour rien. C'est comme dire, pour améliorer les performances d'un sprinter, on va lui apprendre des saltos avant, des vrilles de gymnastique, tout ça. C'est un très différent, trop éloigné. Après, un truc que vous avez beaucoup, et je pense qu'il y a peu d'athlètes à part les gymnastes qui peuvent en dire autant, c'est la force que vous avez dans le corps. Genre, je veux dire, en termes de maintien et de position que vous pouvez avoir au niveau des abdominaux et des érecteurs du rachis, c'est assez incroyable. Parce que je pense que les powerlifters ou même les haltérophiles, on peut avoir un gainage, mais très bien, mais sous une charge. Donc, voilà, c'est totalement différent, mais le contrôle que vous pouvez avoir vis-à-vis de ça, je pense que là-dessus, il y a peut-être à creuser, en fin de compte, peut-être en hors-saison, genre avec quelqu'un pour changer un peu l'entraînement, ça peut être très intéressant. Moi, je me rappelle que sur la vidéo Calisthenics, tu m'avais fait faire des montées en front lever. Je peux assurer que mes dorsaux, ma portion longue du triceps, mes abdominaux, et ça tape dedans. Hein. Du coup, je pense. Voilà. T'imagines taper des tractions comme ça en même temps, tu vois, ça pourrait être une arme en plus. Et puis, ouais, c'est vrai que tout ce que tu dis, un petit peu le hollow body, tout ce qui est un peu fermé comme ça, vous êtes toujours un peu en antéversion là, mais parfois travailler comme ça avec des exercices plus intenses pour faire plus d'hypertrophie au niveau des abdos, parce que c'est un peu les exercices qui sont. Travailler le transverse aussi, qui est un peu plus profond. Plus propice à ça. Je pense que ça peut être bénéfique de faire des relevés de genoux, même des relevés des tous to bar, mais en strict, en gardant les hanches plus basses. Là, de nouveau, ça demande pas mal de mobilité pour arriver à cet exercice-là, mais ça pourrait être super intéressant dans un terme d'hypertrophie des abdominaux. Ouais, c'est vrai. Et puis, en plus, je pense qu'aussi dans le conditioning pour les abdos, t'incorpores aussi beaucoup de évidemment. Pour la poigne, en fin de compte, parce que faire un deadlift, ok, c'est très bien, un mix grip, ce que vous voulez, ou grip, ok, ça vous permet souvent de soulever plus lourd, mais il faut bien le dire, en calisthénie, vous avez tellement souvent des sets longs, en set and rep surtout, sur des pull-ups, genre parfois vous allez enchaîner avec des muscle-up ou inversement, vous faites des tous to bar ou quoi, qu'en fin de compte, le grip. Une traction de main, en fait. Une traction de main, ça requiert un grip de fou. Plus on a un grip solide, plus on a facile à avoir une traction de main. Et c'est ça, et donc je pense que là-dessus, ça peut être intéressant d'incorporer ne serait-ce que des one-arm hang sur une barre ou quoi. Je pense qu'il y a moyen de travailler son grip, pas toujours forcément en faisant des soulevés de poids, et genre moyen. Là-dessus, je pense qu'il y a quand même. En calisthénie, vous êtes assez inventif au niveau des exercices qu'on peut faire. Donc, je pense que là-dessus, il y a quand même facilement moyen de pas trop se tuer, genre en quoi que ce soit, en faisant quoi que ce soit avec des poids et en faisant poids de corps, en fin de compte. Du coup, ça, je pense que c'est aussi hyper intéressant de pouvoir penser à ça. Et, par exemple, la semaine dernière, je faisais mes tractions, j'enchaînais directement avec mes hanging leg raises. Et genre, je peux assurer que les dorsaux qui sont bien étirés à chaque fois, qui ont une action quand même, ne serait-ce qu'on se le dise, de stabilisation au moins sur les hanging leg raises après les trucs, et les avant-bras qui ont quand même supporté les 95 kg accrochés à la barre, ça travaille quoi. Du coup, je pense que peut-être pas les figures en tant que telles, mais au moins, c'est vrai qu'on n'a pas parlé beaucoup du travail des abdominaux avant, mais là-dessus, il y a quand même un peu plus de choses à en dire. Ouais, clairement. Moi, je voulais dire aussi que les figures, c'est tellement long et dur à avoir, et ça va aussi générer une fatigue, même générale, mais une âme nerveuse, que ça vaut clairement pas la peine de la prendre, quoi. C'est ce que tu dis que parfois, tu as de la fatigue axiale avec le squat, mais tu pourras avoir une fatigue assez intense à cause d'un mouvement de calisthénie et qui
dont l'intensité pourrait être tellement comparable à celle d'un squat, on va dire. C'est un peu différent aussi, mais voilà. Au niveau des leviers sur les articulations, sur les muscles, c'est ça. Au niveau du bras de levier, c'est comme si tu faisais un max au bench, par exemple. Ça peut être très fatigant. Voilà. On va mettre action une main. Ouais, ça met quand même pas mal de tension sur sur les muscles qui sont autour, parce que soulever son poids à un bras, c'est-à-dire que tout le poids repose sur une articulation, c'est quand même costaud. Hein. Du coup, il faut quand même avoir des bons muscles, aussi être en bonne santé, quand même avoir une bonne capsule articulaire, des bons tendons, bons ligaments. Des bons condyles. Ouais, c'est ça, donc faut quand même, je pense, c'est vrai que souvent, quand on soulève des poids, on peut avoir beaucoup de fatigue à ce niveau-là, au niveau des articulations. Donc, c'est vrai que faudrait peut-être, si on veut l'intégrer, c'est surtout pour la frime, en fin de compte. Il n'y a pas vraiment de... Ouais, c'est aussi l'avantage. Un point du calisthénie, c'est aussi un peu la frime. Ouais. Vous avez l'avantage de pouvoir démontrer ce que vous savez faire un peu partout, alors que nous... Enfin, moi, avec le strongman, j'ai quand même l'avantage de voir si un caillou ou quoi que ce soit, je pourrais toujours me dire, je peux le bouger. Ouais, t'es là, tu peux regarde ce truc-là, je peux le prendre. Ouais, alors c'est toujours assez drôle, c'est quoi les photos ou les vidéos quand on tire un camion, les gens, où il pèse combien? Il pèse 8 tonnes. Oh là là, que c'est bien. En fait, c'est bidon de tirer un camion. C'est bidon de tirer un camion. La chose la plus dure, c'est de le mettre en route. Plus t'es lourd, plus c'est facile à mettre en route. Ouais. Mais genre, la chose la plus difficile, c'est de le mettre en route. Après, une fois que c'est parti. Hein. Après, c'est pas le mec qui tape une full planche de 60 kg qui va aller tirer le camion, quoi, ou non, qui va réussir à le mettre en route. C'est ça, mais je veux dire, genre, c'est beaucoup dans les jambes. Hein. Le camion dans le dos, genre, il faut être coordonné. Et puis, il faut pouvoir vaincre l'inertie. Et genre, en général, comme je suis relativement léger en compète, c'est là-dessus que je me fais tuer, c'est sur le démarrage. Après, ça va, j'arrive à avoir un rythme, mais c'est pour ça que c'est mon pire event. En dernière compète, je perds la deuxième place, enfin, on est ex aequo, mais si je me plaçais mieux sur le camion, genre que je faisais une seconde de moins, je finissais deuxième, quoi. Enfin, voilà, du coup, après, voilà, c'est vrai que c'est des sports un peu différents, mais je pense qu'ils sont assez unis. Voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour des questions, donc je trouve que c'est un podcast super intéressant. On a abordé beaucoup de sujets hyper intéressants, donc voilà, vraiment, si vous avez d'autres questions à propos de l'haltérophilie ou quoi, vous pouvez aller regarder un petit peu sur Smart & Strong, même la préparation physique, là vous avez pu voir qu'il a parlé pas mal d'entraînement et tout, il apporte vraiment du bon contenu aussi. Et donc je vous invite vraiment à aller voir sur Smart & Strong. Et voilà, on a fait le tour du podcast. C'était un super podcast, j'ai vraiment bien apprécié avoir Thibaut comme invité. Également, en tout cas, merci à Morgane et Alexandre pour avoir eu l'opportunité de venir, c'est chouette. Voilà. J'ai bien aimé, vous avez bien fait ça, et puis continuez de bien faire ça avec vos podcasts, c'est cool. Je ne les ai pas encore tous écoutés parce qu'il faut quand même un petit peu de temps avec les cours, mais... Ouais, puis c'est spécifique calisthenics en général. Ouais, mais genre, vous dites aussi, genre, le dernier sur l'alimentation volumétrique, je trouve que c'est quand même intéressant. Voilà, je pense que plus de gens feraient bien de faire attention à ça, et il y a des pistes à creuser, notamment au niveau nutrition avec ça, donc voilà, vous êtes... Voilà, on parle toujours aussi un peu de ce qui se passe dans la communauté scientifique et des études et tout, et on a pas mal penché là-dessus aussi. Donc c'est chouette. Voilà, c'était tout pour le Calisthenics Science Podcast épisode 9, même si c'était pas forcément calisthénie, en compagnie de Thibaut et de Morgane, comme d'habitude. On se retrouve pour un prochain podcast. Salut les gars. Salut.